pour terminer l'émission, qu'on parle de ce baromètre Trendéo sur l'investissement et le recrutement dans les ETI. Les ETI, c'est quand même le moteur de ce pays, le moteur économique, l'équivalent du Mittelstand allemand. On a parlé des très grands groupes qui vont bien. L'étage juste en dessous, ce sont les ETI, de 500 à 5000 employés. Il me semble que c'est la définition. Et là, je vais peut-être pas sur la définition. Non, mais soyons précis, ça s'appelle les experts. L'animateur est amateur, mais on a des experts autour de la table. Donc peut-être, c'est quoi une ETI? Et deux, comment vont-elles? Les ETI, c'est des entreprises de taille intermédiaire. Il y a plusieurs façons de les définir. En général, ça se fait par le nombre d'employés, mais je pense que ce n'est pas le point de savoir exactement le chiffre. Donc, ce que dit cette étude, c'est qu'aujourd'hui, les grands groupes recréent de l'emploi, les ETI en détruisent et les PMI aussi. Alors, on peut le présenter parce que c'est des dizaines de milliers. Il faut juste être un petit peu relativiser les choses parce que quand on met ces chiffres-là, qui sont entre quelques milliers et quelques dizaines de milliers par rapport au stock de salariés qu'on a en France, c'est quand même des mouvements sur lesquels il faut avoir un peu de prudence avant de s'emballer sur l'analyse. Mais ça conforte quelque chose qu'on a vu, qui est que dans les années précédentes, les grands groupes étaient plutôt destructeurs d'emplois, notamment en France, et quand ils étaient industriels, et les ETI et les PMI étaient plutôt créatrices. Et ce que dit Trendéo, quand on lit entre les lignes ou qu'on regarde les autres études de Trendéo, c'est qu'en fait, on a eu une réduction d'activité des grands donneurs d'ordre qui l'ont sans doute, comme leur chiffre d'affaires augmente, peut-être mis ailleurs. Et aujourd'hui, avec le temps logique de l'industrie, qui n'est pas le mois, qui n'est pas le trimestre, qui est plutôt 1 an à 18 mois, on a un effet cascade sur ce qu'on appelle les sous-traitants. J'aime pas ce terme-là, c'est un terme extrêmement fort, sous et traitant, mais bon, en tous les cas, à ceux qui récupèrent ces commandes-là, et on voit cet effet. Là où moi j'ai une inquiétude qui est très forte, c'est que c'est un tissu industriel qui est faible en France. On a moins de PMI, on a moins d'ETI. Et de plus en plus faible. Que dans des pays comme l'Italie ou l'Allemagne. Et qu'une PMI, par exemple, qui a une difficulté, en général, elle ne fait pas qu'un plan de restructuration, elle met la clé sous la porte, parce que c'est des structures qui sont fragiles. 40% des PMI françaises sont des PMI de spécialité. Elles détiennent des savoir-faire que vont chercher les groupes. C'est plus de la sous-traitance d'exécution. Quand une PMI aujourd'hui, comme ça, de spécialité... Petite et moyenne industrie. Petite et moyenne industrie se casse la gueule, je crains qu'on perde des savoir-faire. Et perdre des savoir-faire, c'est une perte durable. C'est-à-dire, c'est pas simplement je remets 2 millions pour recréer une capacité, il faut que je retrouve les gens, que je les reforme. Beaucoup d'apprentis. Beaucoup d'apprentis, ça coûte très cher. Beaucoup d'expérience. Former un soudeur sur une coque de bateau, c'est 5 ans pour qu'il soit autonome. Avec 5 ans. Avec des goulots d'étranglement, du coup en aval. Je suis un spécialiste du transport aérien. Un des problèmes d'Airbus, c'est ça, c'est la chaudronnerie. Pourquoi il y a eu des problèmes de cadence dans les sorties d'appareils? On a vu sur les centrales nucléaires. En effet, chez ces sous-traitants de taille souvent petite et moyenne. Je vais juste mettre l'accent sur un autre point, et peut-être qu'Olivier d'ailleurs me corrigera ou complétera. J'ai quand même le sentiment qu'en France, il y a peut-être une différence avec d'autres pays, c'est qu'on a un tissu d'entreprises de taille moyenne, mais on n'a pas de nouveaux géants. En clair, quel est le pourcentage de ces entreprises qui sont devenues des géants mondiaux? Quand on regarde la photo du CAC 40, vous le savez, la pyramide des âges des entreprises, elle est quand même relativement, entre guillemets, ancienne, et sans vouloir faire offense à nos grands groupes. Est-ce qu'il n'y a pas un sujet en France, surtout par rapport aux Américains, comment une entreprise qui est petite devient une entreprise de taille intermédiaire, et pourquoi, selon vous, en France, je n'ai pas la réponse, pourquoi, selon vous, en France, il est assez rare d'avoir une entreprise qui devienne un géant, même dans le numérique? Regardez finalement Doctolib, c'est une super success story française pour l'instant, et je lui souhaite le meilleur, ça reste une success story française. Emmanuel, on les connaît les mots, c'est qu'on n'a pas de marché financier, d'union de marché. Pour moi, c'est l'Europe. Je crois que l'Europe, c'est les barrières à l'Europe. On a 27 marchés et qu'on se lance en France et qu'ensuite c'est compliqué de dupliquer 27 fois ou 26 fois le même modèle. D'où la création du 28e régime d'entreprise. Alors, je vais faire un pas de côté parce que comme dans tous les cas dans l'industrie, on a déjà beaucoup de grands groupes. Certes, j'aimerais bien en avoir des nouveaux, mais c'est déjà super d'avoir des leaders comme ceux qu'on a sur lesquels on peut s'appuyer, Safran, Airbus, Saint-Gobain, etc., etc. Ma première priorité par rapport à notre socle industriel, ce ne serait pas de rêver de refaire des grands groupes, pourquoi pas, mais ce serait surtout de consolider ce socle industriel sur lequel il s'appuie, ces ETI et ces PMI. On a des questions de formation, on a aussi des questions de transmission de capital. Alors certes, on a le pacte du Dutreil, il est favorable
dit-on, mais il est moins favorable que les transmissions en Italie ou en Allemagne. Et quand vous faites une industrie qui doit grandir, c'est pas l'histoire d'une génération, c'est 2 ou 3 générations. Si vous vous faites rincer en chemin, vous ne créez pas le tissu suffisant d'ETI qui pourront devenir demain, éventuellement, des grands groupes. L'autre point, je pense, c'est les questions de financement et ces marchés de financement. J'aime bien l'Europe, encore une fois, je suis à fond européen, qu'on commence déjà par mobiliser l'épargne française pour notre outil productif. Avant de rêver au grand truc à 27 ou à 28, on le fait chez nous. Tout simplement. Il faut bien, c'est pas contradictoire, Emmanuel, de vouloir faire Léonidas bien et de vouloir propager ensuite. Ce n'est pas anti-européen du tout. Et du temps. Non, mais pas du tout. On en gagne, je crois, justement. C'est ça l'erreur méthodologique des 40 dernières années. Là, on va tous ensemble. Léonidas, Emmanuel, une petite incise sur la chaîne de valeur qu'a très bien exposé Olivier. On a un écosystème de vouloir opposer les grands groupes aux ETI et les PME au reste de l'économie, ce que M. Mélenchon a essayé de faire. Qui instaure la lutte des classes au sein du patronat. Voilà, la lutte des classes au sein des patronats. Les petits contre les gros. Il faut qu'il abandonne l'idée d'y arriver parce que la totalité du tissu économique, c'est très bien qu'on peut avoir des conflits, il y a les autorités de concurrence, il y a le médiateur des entreprises, font un boulot extraordinaire, mais dans la globalité, non, il n'y a pas les uns contre les autres. On travaille les uns avec les autres. De gros qui écrasent les petits, non, mais sur les délais de paiement, on a des histoires sur la pression. Mais Raphaël, je ne vais pas vous dire que... Je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas des situations dans lesquelles ces abus existent, mais ces abus qui existent ont très très bien moyen d'être gérés par des outils qui sont adaptés à ces cas atypiques. Il y a des recours, il y a notamment le médiateur du crédit, etc. Absolument, et l'autorité médiateur des entreprises. Les tribunaux des affaires économiques, et tout ça fonctionne à plein, mais il y a une interaction économique qu'il faut au contraire développer, et pour la développer et la resserrer, avec des filières et interfilières, eh bien, ce n'est pas en instaurant la lutte des classes qu'on y arrivera. Juste de réaction et de prolongement par rapport à ce que disait Olivier. Pourquoi je parlais des nouveaux géants, c'est pas pour le plaisir de renouveler le tissu industriel, c'est qu'il y a quand même des travaux depuis 30 ans, notamment de l'OCDE, qui montrent que les gains de productivité, ce qui tire les gains de productivité d'une économie, c'est ce qu'on appelle les outsiders. Ou pour parler de manière imagée, l'entrée de Tesla qui a lancé un nouveau modèle. Les disrupteurs et l'innovation. C'est pas Ford. Et donc souvent l'innovation disruptive, pas toujours, ça arrive parfois que les insiders emportent, mais souvent les innovations disruptives viennent de l'extérieur. Donc derrière ça, il y a un véritable enjeu, c'est si on veut des gains de productivité, il faut de l'innovation disruptive. Si on veut l'innovation, il faut notamment de l'innovation disruptive. Oui. Et pour cela, favoriser l'éclosion de nouveaux géants. En France, on est très bon pour créer des start-up. Mais il me semble que le sujet, c'est pas la start-up, c'est la start-up d'hier. Elle part souvent aux États-Unis se financer quand elle veut deuxième point, alors ça s'applique, j'en conviens, plus au numérique qu'à l'industrie, je dirais plus classique. Pour moi, dans le numérique, la variable clé, c'est le temps. C'est-à-dire commencer par dire, je vais lancer mon truc en France. Et d'ailleurs, j'ai réussi, Doctolib est, je crois, l'application utilisée par tous les médecins. Maintenant, je vais partir à la conquête de l'Allemagne. Il se trouve que ça a marché, en tout cas en France. On voit bien comment ça se passe dans le numérique. C'est les géants du numérique, ils ne raisonnent pas marché par marché, ils raisonnent de manière globale. Donc attention, dans le numérique, cette approche temporelle, il me semble qu'elle est complètement adaptée à la nature même de cette activité. Mais j'en conviens, le numérique est un peu différent de l'industrie classique à cause de ces fameux effets de réseau qui dictent tout. Le premier qui prend... J'aime bien prendre cette image... Voilà, j'aime bien prendre cette image avec les étudiants. Pour moi, le numérique, c'est le premier dans la course qui a fait un pas de plus que vous êtes à peu près sûr qu'il va gagner la course. Parce que les effets de réseau s'enclenchent et c'est très difficile après de rattraper son retard. Tout se joue au début et se joue avec quoi ? Des milliards. Quand on voit l'IA et la manière dont l'IA est en train de gagner sur notamment les moteurs de recherche, ça n'aurait pas été prévu et ça se fait en trimestre et non pas en année. Oui. Olivier Lancy. Oui, raisonnement, encore une fois, et là je partage tout à fait, qui ne fonctionne pas dans l'outil productif complètement. On sait très bien que très rapidement, vous avez des gains d'échelle énormes dans le numérique. Vous faites une plateforme, vous rajoutez de la capacité. Si votre soft fonctionne bien, ça vous coûte pas cher. Pour produire, il faut des usines. C'est beaucoup d'investissement, c'est du temps. Et donc, c'est le temps long de l'industrie qui est quand même très, très peu pris en compte par nos politiques aujourd'hui.
je dirais, de manière dans l'essence de notre politique, on fait des zigzags, on se glorifie de succès. Est-ce qu'on peut dire que nos ETI industriels sont victimes de l'instabilité normative et fiscale française? Mais c'est bien sûr la totalité C'est des la faute acteurs de notre économiques. public ou est-ce qu'on a un problème de Ouais, positionnement, la totalité des acteurs de économiques. stratégie peut-être aussi Mais à qui la faute? enfin, juste simplement parce que, bien entendu, on a un écosystème étatique avec des normes, des taxes. Enfin, on est quand même dans quelque chose de très particulier. Mais on a appris à vivre avec ça. Hein. Vraiment, on a appris à vivre avec ça. Et je voudrais juste, si vous m'autorisez, je suis sûr qu'Olivier sera d'accord avec moi, on a fini par s'organiser pour se dire, puisque la stratégie industrielle ne va pas venir de l'État, il faut qu'on l'impulse. Et je voudrais vraiment dire à quel point le fait d'avoir structuré les forces françaises de l'industrie qui se propagent partout sur le territoire, qui font interagir entre elles les filières industrielles et les pouvoirs publics locaux, mais on travaille également avec le METI, on travaille également avec tous ceux qui retroussent leurs manches pour prendre ces sujets à bras-le-corps. Et la réindustrialisation, il ne faut pas l'attendre. Il faut la faire et les acteurs économiques se prennent en main et se retroussent les manches. Emmanuel, puis Olivier. Très rapidement, je voudrais revenir sur l'impact des règles sur les entreprises. Toutes les entreprises sont négativement affectées, mais il y a pas mal de travaux économiques qui vous montrent que plus on est petit, plus on est affecté. C'est logique. Quand vous êtes un grand groupe, vous avez les moyens à la fois financiers, intellectuels. Certains auteurs vont même jusqu'à dire, ce n'est pas moi, certains auteurs économiques vous dire, finalement, certains grands groupes demandent des règles, car en réalité, ces nouvelles règles vont permettre, darwinien, quoi. Permettre notamment d'empêcher les nouveaux entrants de croître. Donc la règle, elle a quand même un impact asymétrique. Paradoxalement, elle est négative pour tout le monde, mais encore plus négative pour celui qui ne connaît pas très bien le système et qui ne connaît pas exactement la manière de la contourner. Pour gérer tout ça, évidemment. La question que vous posez, elle peut, je crois qu'on ne l'a pas la traiter, ou il nous faudrait 3 émissions, c'est qui a tué l'industrie française, en fait. Hein. Et ça, c'est 40 ans. C'est le crime de l'Orient Express. Hein, c'est un peu le crime de l'Orient Express. Quoique, on verra, pour l'instant, c'est le crime de l'Orient Express. On a plein de suspects. C'est notamment dans un documentaire que j'aime beaucoup, qui a ce titre, hein, qui a tué l'industrie française. On n'a pas encore vraiment identifié le coupable, on est en chemin. Mais je pense que ce n'est pas véritablement notre question ici. Les historiens se pencheront dessus. On fera peut-être de la sociologie à rebours là-dessus. La question aujourd'hui, c'est quelles sont les solutions. Voilà. Quelles sont les solutions? Et moi, ce qui me fait mal au cœur aujourd'hui, c'est qu'avec les forces de l'industrie, Force française de l'industrie, avec la CPME, avec le METI, on a fait un travail sur des solutions dont certaines sont applicables aujourd'hui, qui ne coûtent pas au budget, qui n'ont pas besoin de lois clivantes, et il ne se passe rien. On a parlé de la mobilisation de l'épargne, on a parlé de l'épargne, de la formation dans les territoires pour les territoires. Quand est-ce qu'on remet le lycée pro au milieu du territoire avec les acteurs socio-économiques? Ça ne coûte rien au budget. L'épargne sert à financer la dette de l'État, non? 2% de notre épargne qui serait fléchée vers notre outil productif. Non, je comprends. Ça passe, c'est l'épaisseur du trait. Oui, mais il faut arrêter de vouloir tout. Je veux dire, oui, ils en prennent déjà une grande partie. Pour commencer. Au lieu de proposer que ça s'investisse à l'étranger et peut-être en Amérique du Nord avec une économie qui nous est pas très favorable, voire même hostile, moi je préférais que les 200 ou 250 milliards d'euros que nous avons investis dans des bons du Trésor américain servent à financer au moins en partie pour la moitié l'outil productif français. Bon, en même temps, à la Caisse des dépôts, on dit on a plein d'argent qu'on a à investir, mais on n'a pas les projets pour. Non, les projets, il y en a sujet parce que l'épargne est très abondante en France, effectivement. Merci.